Bienvenue dans Galaxie Humaine. Le vaisseau qui transportait les humains arriva un matin glacé, en perçant les nuages gris de Vesser 7, comme un clou rouillé dans le ciel. Sorin se tenait au bord de la plateforme d'atterrissage, immobile, observant la descente. L'appareil était petit, moche, purement fonctionnel. Pas élégant, pas harmonieux. Très humain, pensa-t-il. Chez eux, rien n'était vraiment fini. Tout semblait bricolé à l'arrache. Sorin était un Alori, une espèce réputée dans toute la galaxie pour son calme absolu et sa logique froide. Sa peau bleue pâle, légèrement cristalline, reflétait la lumière terne comme une pierre polie. Il servait le compact galactique depuis plus de 200 ans. Il avait vu naître et disparaître des civilisations entières. Il avait combattu aux côtés de guerriers de toutes formes et de toutes espèces. Mais des humains? Jamais. Personne n'avait vraiment bossé avec eux avant. La guerre contre les Seim Katera avait tout changé. Les Seim, c'était l'enfer incarné. Des insectes géants, grands comme des véhicules terrestres, avec des membres tranchants comme des rasoirs, et du sang acide. Pas de négociation, pas de pitié. Ils avançaient, ils dévoraient, point final. 11 civilisations étaient déjà tombées. Le compact perdait la guerre et tout le monde le savait. Voilà pourquoi, en dernier recours, ils avaient appelé les humains. Sorin se souvenait encore des débats au Conseil. Les humains étaient nouveaux dans l'espace. 50 ans à peine depuis la découverte du voyage supraluminique. Des débutants, presque des gamins à l'échelle galactique. Corps mousse, durée de vie ridicule, technologie encore bancale. Beaucoup avaient rigolé quand leur nom avait été proposé. Et pourtant, les humains avaient dit oui, sans marchander, sans demander de territoire. Juste une seule question, on se bat où? Le vaisseau se posa lourdement. Les portes s'ouvrirent et 40 humains en sortirent, bardés d'armures épaisses et d'armes bien trop grandes pour leur silhouette. Ils parlaient, riaient, comme s'ils débarquaient à une fête, plutôt que sur un front de guerre. Cette désinvolture mit Sorin mal à l'aise. Une humaine s'avança vers lui. Une femme. Cheveux foncés, coupés courts, le visage marqué de cicatrices. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà traversé l'enfer et qui n'avait plus peur de brûler. Vous devez être le tacticien Sorin, dit-elle d'une voix rauque mais étonnamment chaleureuse. Capitaine Hélène avance. Mon équipe est prête. Elle lui tendit la main. Sorin hésita puis la serra. Sa poigne était forte, sa peau chaude, vivante. Bienvenue sur Vesser 7, dit-il enfin. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Vance éclata de rire. Confortable? On a dormi 3 semaines dans des boîtes en métal, mais on est là. Alors dites-moi, c'est quand qu'on commence à buter des insectes? Sorin cligna des yeux. Quelque chose, chez les humains, ne collait pas, et il sentait que ce n'était que le début. Sorin quitta la plateforme, avec une sensation étrange au fond, du cristal de sa poitrine. Les humains venaient à peine d'arriver. Et déjà ils foutaient le bazar dans ses certitudes. Trop bruyants, trop détendus, trop vivants. Il les observa s'installer dans leur quartier temporaire. Des rires, de la musique, des voix qui se chevauchaient. À une centaine de mètres de là, des soldats d'autres espèces méditaient en silence, se préparant mentalement à une guerre qu'ils savaient presque perdue. Les humains, eux, faisaient comme s'ils avaient gagné avant même de se battre. À peine eut-il le temps de souffler, qu'un message vibra sur son communicateur. Bureau du haut sentinelle Morite. Maintenant, le ton ne laissait aucune place à la discussion. La base de Vesser 7 était creusée dans la montagne, un labyrinthe de couloirs métalliques et de salles blindées. Des milliers de soldats y vivaient, tous unis contre les Seim. Et pourtant, l'ambiance était plombée. Une guerre qui dure trop longtemps, ça laisse des traces, même chez les espèces les plus stoïques. Morite l'attendait. Le haut sentinelle, un voran massif à 4 bras, avait une peau grise comme la roche et des yeux noirs, vides de toute émotion. Une machine à commander, parfait pour une guerre désespérée. Tu as rencontré les humains, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, ô sentinelle, ils sont motivés. Motivés? Morite émit un son qui ressemblait vaguement à un ricanement. Dis-moi, tacticien, qu'est-ce que tu sais de la psychologie humaine? Sorin réfléchit. Ils sont émotionnels, très attachés les uns aux autres, résistants à la douleur. Mais pour le reste, c'est flou. Morite activa un projecteur holographique. Une liste interminable de données apparut. Évaluation psychologique officielle du compact. 17 anomalies majeures. Sorin parcourut les lignes. Plus il lisait, plus son malaise grandissait. Les humains s'attachent émotionnellement à des objets inanimés. Ils recherchent volontairement le danger pour se divertir. Ils consomment des substances qui endommagent leur propre corps. Ils produisent de l'art basé sur la violence, la mort et la fin du monde. Je ne comprends pas, admit Sorin.
Tout ça semble autodestructeur. Exact, répondit Morit. Et pourtant, ils survivent. Ils s'adaptent. Ils encaissent. Ils ont traversé des catastrophes qui auraient rayé d'autres espèces de la galaxie. Le Voran se pencha légèrement en avant. Observe-les. Sorin, étudie-les. Parce qu'il y a quelque chose de profondément anormal chez eux, quelque chose que nos modèles ne savent pas expliquer. Plus tard, seul dans ses quartiers, Sorin regarda par la baie vitrée vers les baraquements humains. Les lumières étaient encore allumées. Il entendait leurs voix, leurs rires. Une musique étrange et rythmée. Ils étaient venus se battre dans une guerre qui n'était pas la leur, et il fêtait presque ça. Il repensa à la poignée de main d'Helena Vance. À sa question, lancée comme une blague, « C'est quand qu'on commence ?» 17 anomalies, disait le rapport. Sorin en était sûr désormais. Quelque chose clochait chez les humains, et il allait devoir découvrir quoi, avant que cette anomalie ne change. Le destin de toute la galaxie. La jungle de Vesser 7 n'était pas un endroit pour les êtres vivants. Tout y suintait la mort. Les plantes étaient grises, tordues, couvertes de champignons qui se répandaient comme une maladie. L'air était lourd, humide, chargé de spores capables de tuer un soldat non protégé en quelques minutes. Ici, tout voulait te bouffer, te dissoudre ou t'étouffer. Autant dire que l'Essaïm Katera était chez lui. Sorin avançait en tête de son bataillon, armes prêtes. 50 soldats Alori progressaient derrière lui en formation parfaite. Pas un bruit, pas un geste inutile. Discipline totale. La guerre, la vraie, devait être menée avec ordre et précision. C'était comme ça qu'on survivait. Les humains faisaient autrement. La capitaine Vance et son escouade se déplaçaient à leur côté, mais sans formation stricte. Ils s'éparpillaient, se couvraient mutuellement, échangeaient des signes rapides, murmuraient à peine. Leurs bottes écrasaient les feuilles mortes. Leur respiration était lourde dans l'air poisseux. Ils étaient bruyants comparés aux Aloris, mais il y avait autre chose. Une tension dans leur corps, comme des ressorts prêts à lâcher. La mission était simple. Un nœud de ruche Katera avait été repéré à 3 kilomètres dans la jungle. Le détruire couperait la communication de l'Essaïm dans toute la région. Entrer, poser les charges, sortir. Un boulot propre. Évidemment, ça a tourné au cauchemar. Soren entendit le cliquetis avant de voir quoi que ce soit. Un bruit sec, métallique, comme 1000 lames qu'on aiguise en même temps. Puis la jungle explosa littéralement. Des drones jaillirent de partout, du sol, des arbres, des ombres, immenses. 6 pattes terminées par des lames, une tête pleine d'yeux et de mandibules. Zéro intelligence. Juste la fin. Les Aloris réagirent instantanément. Cercle défensif, feu de couverture, retraite organisée, doctrine classique. Quand t'es en infériorité numérique, tu recules et tu survis. Sorin allait donner l'ordre quand une voix humaine hurla dans le canal. « Non, on tient la ligne. On peut les prendre. » Il se retourna sidéré. Les humains avançaient. Vance menait la charge, tirant par rafales courtes, abattant les drones en avançant droit dans l'enfer. Ses soldats la suivaient sans hésiter, comme si la mort n'était qu'un détail. Sorin cria paniqué. « Capitaine, ce n'est pas le plan. On doit se replier. »« Ton plan est foireux, » répondit-elle sans même le regarder. « On pousse ou on crève ici. » Un drone bondit sur elle. Elle le fracassa avec son fusil, qui se brisa net. Elle jeta les morceaux, sortit un couteau. Un simple couteau. Et elle attaqua. Soren regarda horrifié, Vance plongée sous les lames. Trouver une faille, planter son arme dans la chair molle de la créature. Le drone s'effondra en hurlant. Elle était déjà sur le suivant. Autour d'elle, les humains se battaient avec une rage impossible. Un soldat nommé Torres se prit une lame dans l'épaule. Du sang partout. Il aurait dû tomber. Il ne tomba pas. Il changea d'arme de main et continua à tirer. « Comment ? Comment il tient encore debout ?» murmura Sorin. Il n'avait pas encore la réponse. Mais il venait d'assister à quelque chose qui dépassait toute logique connue. Et ce n'était que le début. La bataille dura 1 heure entière. 1 heure d'enfer pur, de tirs, de cris, de lames qui frappaient l'acier et la chair. Les Aloris tinrent leur position, disciplinés, précis, fournissant un feu de couverture impeccable. Et pendant ce temps-là, les humains faisaient l'impensable. Ils découpaient un chemin au cœur de l'Essem, mètre par mètre, comme s'ils avaient décidé que la jungle elle-même devait plier. Quand le silence retomba enfin, il était presque assourdissant. Le sol était jonché de carcasses de drones, des corps brisés, fumants, fondus par l'acide. Le nœud de ruche n'était plus qu'un cratère noirci. Mission incomplet. Sur le papier, une victoire propre. En vrai, un carnage.
Sorin avançait entre les morts, l'esprit embrumé. Il compta. 12 Aloris étaient tombés, tous lors de l'embuscade initiale. Chez les humains, 3 morts. 7 blessés graves. Les chiffres semblaient presque absurdes au vu de ce qu'il avait vu. Il trouva la capitaine Vance assise sur un tronc, renversée pendant qu'un infirmier lui bandait les bras. Elle était couverte de coupures, certaines si profondes qu'on distinguait l'os. Son visage était livide à cause de la perte de sang. Et pourtant, elle souriait. « Bon fight !» dit-elle en le voyant. « Vos gars ont assuré. Belle couverture. Vous êtes grièvement blessé, » répondit Sorin. « Vous devriez être inconsciente. » Elle haussa les épaules, grimaçant. « J'ai connu pire. » « T'inquiète. » Un soldat humain, Torres, s'effondra soudain à quelques mètres. Les médecins se précipitèrent. Sorin comprit alors. Torres s'était battu 11 minutes avec une blessure qui aurait dû le tuer en 2. Plus tard, les médecins lui expliquèrent. L'adrénaline. Une substance que le corps humain libère en cas de danger extrême. Elle bloque la douleur, booste la force, repousse les limites. Le prix à payer? Les dégâts sont bien réels. Le corps encaisse. Puis réclame sa dette. Sorin retourna voir Vance. « 3 de vos soldats sont morts, » dit-il doucement. Son sourire s'effaça. Juste une seconde. Dans ses yeux passa quelque chose de brut, de profond. Une douleur verrouillée à double tour. « Je sais. Hernandez, Kim, Davis. De bons soldats. De bons amis. » Elle se leva avec difficulté. « On les honorera ce soir. Et demain, on continue. » C'est ce qu'ils auraient voulu. Sorin voulut protester. Dire que ce n'était pas comme ça qu'on faisait la guerre. Qu'on ne se jetait pas dans la mort avec autant de désinvolture, qu'il devait bien exister une méthode plus rationnelle. Mais il se tut. Parce qu'il savait. Sans les humains, cette mission aurait échoué. Sa doctrine de repli aurait conduit son bataillon à l'extermination. Les SEM les auraient traqués, un par un. Cette nuit-là, seul dans ses quartiers, Sorin ouvrit un nouveau dossier. Anomalie psychologique, comportement humain en combat. Il resta longtemps devant la page vide. Puis il écrivit. Les humains ne se battent pas pour survivre, ils se battent pour avancer. Et quand ils sont acculés, ils deviennent quelque chose d'autre. Dehors, il entendait les humains chanter. Ils pleuraient leurs morts en riant, en buvant, en mélangeant la douleur et la vie dans un même souffle. Étrange. Beau. Terrifiant. Et Sorin comprit qu'il n'avait toujours pas dormi. La semaine qui suivit la bataille de la jungle fut étrangement calme. Les saints s'étaient repliés. Le temps de se réorganiser, et le compact profita de ce répit pour réparer, soigner et compter ses pertes. Chez les Aloris, cela signifiait silence, méditation et réflexion profonde. Chez les humains, c'était une autre histoire. Sorin les observait souvent de loin. Officiellement, c'était de l'analyse comportementale. Officieusement, il n'arrivait tout simplement pas à détourner le regard. Les humains faisaient tout avec une intensité presque violente. Ils mangeaient comme s'ils sortaient d'une famine vieille de 10 ans, empilant la nourriture dans leurs assiettes, engloutissant chaque bouchée avec un plaisir bruyant et assumé. Ils s'entraînaient jusqu'à l'épuisement total, ruisselant de sueur, muscles tremblants, puis éclatèrent de rire comme si la douleur était une bonne blague. Ils jouaient aussi. Des jeux étranges, où ils se frappaient avec des bâtons rembourrés, où ils se bousculaient, chutaient, se relevaient, et ils prenaient ça aussi au sérieux qu'un vrai combat. Pour eux, tout semblait être une répétition de la guerre, ou une célébration d'être encore en vie. Et il y avait le liquide noir. Chaque humain semblait avoir une tasse à la main, tout le temps. Ils appelaient ça café. Sorin finit par en goûter un jour, par pure curiosité scientifique. Le goût était amer, agressif. Son cœur s'emballa pendant des heures. « Ça nous tient éveillés », expliqua le sergent Kowalski, un vétéran aux cheveux grisonnants et aux bras couverts de cicatrices. On a besoin de dormir, mais on déteste ça. Le café nous permet de tirer un peu plus sur la corde. Mais cette substance endommage votre système biologique, remarqua Sorin. Kowalski haussa les épaules. Tout endommage le corps à la longue. Autant en profiter. Cette philosophie laissa Sorin perplexe. Les Aloris prenaient soin de leur corps comme d'un artefact précieux. Chaque micro-dégât comptait sur une vie de plusieurs siècles. Les humains, eux, semblaient traiter leur corps comme un outil jetable. Un soir, ils l'invitèrent à s'asseoir autour d'un feu. Il accepta, poussé par la curiosité. Les conversations partaient dans tous les sens, pleines de rires et de souvenirs. À un moment, un jeune soldat nommé Chun retroussa sa manche. Sur sa peau était gravée une image à l'encre. Une créature ailée tenant une épée, avec des mots en langue humaine. « Je l'ai fait avant le départ, dit-il fièrement, pour mon frère.
Il est mort pendant des émeutes, sur Terre. Tu as marqué ton corps de façon permanente? Pour un mort? Demanda Sorin lentement. Ouais. Comme ça, il est toujours avec moi. Ça me rappelle pourquoi je me bats. Sorin regarda autour du feu. Presque tous les humains portaient ce genre de marques. Des cicatrices choisies, des souvenirs gravés dans la chair. Ils transformèrent la douleur en art. Il trouva ça dérangeant. Et beau. Plus tard dans la nuit, seul avec Kowalski, Sorin posa la question qui le hantait. Comment faites-vous? Comment continuez-vous à vous battre en sachant que vos vies sont si courtes? Le vieux soldat resta silencieux un moment. Justement pour ça, répondit-il doucement, on sait qu'on va mourir. Alors autant que ça compte. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Sorin, bien après que le feu se soit éteint. Après cette nuit autour du feu, Sorin ne trouva pas le sommeil. Les paroles du sergent Kowalski tournaient en boucle dans son esprit, comme une équation sans solution logique. On sait qu'on va mourir, alors autant que ça compte. Pour un Allori, cette idée était presque choquante. La mort était une échéance lointaine, abstraite. Pour les humains, elle était là, collée à la peau dès l'enfance. À l'aube, Sorin accéda à la base de données historiques du compact. Il chercha un mot simple, humanité. Ce qu'il découvrit le cloua sur place pendant des heures. Les humains avaient toujours été en guerre, contre eux-mêmes, contre leur planète, contre la maladie, contre la faim. Des conflits interminables pour des terres, des croyances, des idées, des millions de morts. Une histoire trempée dans le sang. Toute autre espèce aurait fini par s'effondrer, traumatisée, incapable de continuer. Les humains, eux, avaient continué, encore et encore. Mais au milieu de cette violence, Sorin trouva autre chose. Des récits de résistance impossible. Des soldats tenant des positions perdues d'avance. Des civils ordinaires accomplissant des actes complètement dingues pour sauver d'autres vies. Il lut l'histoire d'une ville glacée où les humains s'étaient battus des mois dans des ruines, refusant de céder alors que toute logique disait que c'était fini. Il lut celle de quelques centaines de guerriers, faisant face à une armée gigantesque, choisissant la mort plutôt que le recul. Pourquoi? Sorin ferma les données un instant. Il comprenait, lentement. Les humains n'étaient pas courageux malgré leur mortalité. Ils l'étaient à cause d'elle. Grandir en sachant que tout peut s'arrêter demain change tout. Chaque choix devient plus lourd. Chaque instant, plus précieux. Il ajouta une nouvelle note à son dossier. La psychologie humaine repose sur une conscience aiguë de la mort. Cette conscience ne les affaiblit pas. Elle les libère. Plus tard dans la journée, il observa un groupe de jeunes soldats humains s'entraîner. L'un d'eux plaisantait malgré un bandage récent. Un autre se moquait de sa propre cicatrice. Il riait, fort, comme pour défier l'univers entier. Sorin sentit quelque chose se fissurer en lui. 2 siècles de logique, de calcul froid, d'optimisation des pertes. Les humains n'entraient dans aucune de ces équations. Ils ne cherchaient pas à survivre à tout prix. Ils cherchaient à donner du sens. Ce soir-là, Sorin comprit enfin une chose essentielle. Un être qui a déjà accepté sa fin n'a plus rien à perdre. Et un être qui n'a plus rien à perdre peut devenir terriblement dangereux. L'alerte frappa la base comme un coup de massue. Sirène. Lumière rouge. Ordre hurlé dans toutes les langues du compact. Les Sam n'avaient pas simplement attaqué. Il avait percé. Une brèche massive venait de s'ouvrir à l'est de Vesser 7. Trop rapide, trop précis. Ce n'était pas une escarmouche. C'était une tentative d'anéantissement. Soren arriva au centre de commandement en courant. Les hologrammes montraient l'horreur en temps réel. Des vagues de drones déferlant comme une marée noire, des lignes défensives qui pliaient, puis rompaient. Des unités entières disparaissaient des écrans en quelques secondes. Ils nous submergent. Lâcha un stratège Voran, la voix tremblante. On n'a pas assez de réserves. Sorin calcula à toute vitesse. Scénario. Contre-mesure. Retraite possible. Chaque solution menait au même résultat. L'effondrement. La base tomberait en moins de 3 heures. Peut-être 2. Il faut évacuer le noyau de commandement. Déclara-t-il enfin. Sauver ce qui peut l'être. Personne ne protesta. C'était la décision logique. La seule rationnelle. Négative. Coupa une voix humaine derrière lui. Sorin se retourna. La capitaine Vance se tenait là, casque sous le bras, le visage fermé. Autour d'elle, plusieurs officiers humains. Si on évacue, Vesser 7 est foutu. Et après, c'est tout le secteur qui tombe. C'est inévitable, répondit Sorin. Nos forces ne peuvent pas contenir un assaut de cette ampleur. Vance s'approcha de l'hologramme. Elle pointa une zone clignotante. Et ici, la gorge de Narkel. Terrain étroit. Instable. Si les Sam passent par là, il est obligé de se compacter. Une position impossible à tenir, répliqua Sorin. Même 10 bataillons n'y survivraient pas. Elle le regarda droit dans les yeux. On n'a pas besoin de tenir longtemps.
Juste assez. Un silence lourd tomba sur la salle. Assez pourquoi? Demanda Sorin. Pour leur faire mal. Le plan était fou. Une ligne de défense sacrificielle. Les humains prendraient position dans la gorge, ralentiraient l'ESM, le fixeraient. Pendant ce temps, les forces du compact pourraient se redéployer, activer les défenses lourdes, préparer une contre-attaque orbitale. Vos pertes seront catastrophiques, dit Sorin à voix basse. Vance hocha la tête. On le sait. Alors pourquoi accepter? Elle répondit sans hésiter. Parce que quelqu'un doit rester quand tout le monde fuit. Les ordres furent donnés. Les humains se mirent en mouvement immédiatement. Pas de cris, pas de panique. Une efficacité froide, presque calme, comme s'ils avaient toujours su que ce moment arriverait. Sorin regarda les écrans. Il vit les unités humaines entrer dans la gorge. Il vit la marée de l'Essaïm les suivre. Il comprit alors. Les humains n'étaient pas seulement dangereux parce qu'ils acceptaient la mort. Ils l'utilisaient comme une arme. La gorge de Narkel était un cauchemar géologique. 2 parois rocheuses immenses, instables, couvertes de fissures, formaient un couloir naturel, long de 5 kilomètres à peine, assez large pour laisser passer une colonne blindée. En temps normal, aucun stratège sain d'esprit n'y aurait engagé des troupes. Trop étroit, trop fragile, trop facile à encercler. C'était précisément pour ça que les humains l'avaient choisi. Sorin observait la bataille depuis le centre de commandement, les doigts crispés sur le rebord de la console. Les écrans montrèrent la ligne humaine se former. 3000 soldats, pas plus. Face à eux, une marée de dizaines de milliers de drones Katera. Ils sont déjà en sous-nombre extrême, murmura un analyste. Ils le savent, répondit Sorin. Le premier choc fut d'une violence absolue. Les drones se jetèrent dans la gorge comme une vague noire, hurlante, dévorante. Les humains ouvrirent le feu, pas en rafale désordonnée. En tir précis, rythmé, chaque balle trouvait une cible. Chaque explosion faisait s'effondrer une portion de paroi. Les ingénieurs humains avaient préparé le terrain. Charge sismique, mines artisanales, pièges déclenchés manuellement. La gorge trembla, s'effondra par endroits, ensevelissant des centaines de créatures sous des tonnes de roches. N'importe quelle autre armée aurait célébré ce succès et reculé. Les humains restèrent. Les pertes commencèrent presque immédiatement. Des silhouettes disparaissaient des écrans. Des signaux vitaux s'éteignaient. Et pourtant, la ligne tenait. Les soldats tombaient, et d'autres prenaient leur place sans un mot. Une mécanique terrible, implacable. « Ils tiennent depuis 17 minutes », annonça quelqu'un. « C'est impossible. » Sorin sentait son cœur battre trop vite. Chaque minute gagnée permettait au compact de se préparer. Chaque minute coûtait des vies humaines. Il vit la capitaine Vance au premier rang. Son armure était fissurée, son casque arraché. Du sang coulait sur son visage. Elle continuait à commander, à tirer, à avancer de quelques pas, chaque fois que la pression se relâchait. Un officier humain apparut sur un canal ouvert. « Ici unité Bravo. On est à sec en munitions lourdes. »« Reçu, répondit Vance. « Passez au plan C. » Sorin fronça les yeux. « Plan C ?» La réponse arriva sous forme d'image. Les humains laissèrent volontairement l'ESM avancer. Ils reculèrent de 100 mètres, puis les parois explosèrent. Un éboulement massif ensevelit des milliers de drones. Et plusieurs dizaines de soldats humains restaient volontairement sur place pour déclencher les charges à la main. Le centre de commandement devint silencieux. Ils se sacrifient, souffla quelqu'un. Non, corrigea Sorin, la gorge serrée. Ils achètent du temps. La ligne tint encore. 30 minutes, 45, 1 heure. Chaque seuil franchi semblait défier les lois de la guerre. Quand enfin les défenses orbitales furent prêtes, Sorin donna l'ordre de feu avec des mains tremblantes. Les lasers frappèrent la gorge. L'ESM fut brisé, carbonisé, pulvérisé. Quand la poussière retomba, la gorge de Narkel n'était plus qu'un tombeau. Sur 3000 soldats humains, moins de 800 avaient survécu. Sorin ferma les yeux. Il venait d'assister à l'impossible, et il savait désormais que la galaxie ne serait plus jamais la même. Le silence qui suivit la bataille de Narkel fut plus lourd que n'importe quelle détonation. Dans tout le secteur, les transmissions s'étaient figées. Les flottes alliées, les stations reculées, même les mondes civils, tous avaient vu les images. Tous avaient compris. L'Essaïm Katera pouvait être arrêté, pas par la supériorité numérique, pas par une technologie miraculeuse, mais par une espèce prête à payer le prix que personne d'autre n'osait envisager. Les jours suivants, Vasseur 7 se transforma en lieu de deuil. Les humains érigèrent des rangées de balises, lumineuses à l'entrée de la gorge de Narkel. Une lumière par nom, une flamme pour chaque vie donnée. Ils ne parlaient pas fort, ils ne criaient pas leur victoire. Ils se tenaient droits, silencieux, le regard fixé vers la pierre noire. Sorin assista à la cérémonie.
Il ne comprenait pas toutes les paroles humaines, mais il en saisit le sens. Pas de glorification de la mort, pas de promesses vides. Juste une reconnaissance brute. Vous avez tenu, vous avez compté. La capitaine Vance était là, le bras en écharpe. Elle avait survécu, de justesse. Quand leurs regards se croisèrent, elle hocha simplement la tête. Il lui rendit le geste. Aucun mot n'était nécessaire. Peu après, les conséquences se propagèrent dans toute la galaxie. Des mondes jusque-là hésitants annoncèrent leur engagement total. Des espèces neutres ouvrirent leurs arsenaux. Des scientifiques du Compact demandèrent officiellement à étudier les doctrines humaines. Une rumeur circulait, presque superstitieuse. Si les humains sont là, l'essaim peut être vaincu. Sorin fut convoqué par le Haut Conseil stratégique. Votre analyse, demanda une voix ancienne. Expliquez-nous ce que nous avons vu. Il parla longtemps. Il expliqua l'adrénaline, l'acceptation de la mort, la solidarité viscérale, la capacité humaine à transformer la peur en moteur. Mais surtout, il dit ceci. Les humains ne gagnent pas parce qu'ils sont plus forts, ils gagnent parce qu'ils refusent l'idée même de défaite. Pour eux, perdre n'est pas une option abstraite. C'est une trahison envers ceux qui se tiennent à côté d'eux. Un membre du conseil posa la question que tous redoutaient. Et si un jour, cette force se retournait contre nous? Soren ne détourna pas le regard. Alors la galaxie aurait un sérieux problème. Cette nuit-là, il retourna seul à la gorge de Narkel. Les lumières brûlaient encore. Le vent faisait vibrer les balises comme des étoiles tombées au sol. Il pensa aux équations, aux modèles, aux doctrines millénaires du Compact. Tout cela venait d'être balayé. L'humanité n'était plus une anomalie. Elle était devenue un facteur stratégique majeur. Et au fond de lui, Sorin sentit quelque chose de nouveau. De l'espoir, mêlé à une peur profonde. Il restait encore un dernier chapitre à écrire. La guerre contre les Seim ne se termina pas à Narkel, mais elle changea de visage. Partout où les humains furent déployés, les lignes cessèrent de reculer. Des positions réputées impossibles à tenir résistèrent. Des mondes condamnés gagnèrent du temps. Assez pour évacuer, assez pour contre-attaquer, assez pour survivre. Les rapports affluaient au centre du Compact, tous porteurs du même constat troublant. La présence humaine modifiait le comportement même de l'ennemi. Les Seim hésitaient, s'adaptaient, évitaient, comme s'il avait appris la peur. Sorin, désormais conseiller stratégique interespèce, observait cette nouvelle phase de la guerre avec un regard différent. Il ne cherchait plus à faire entrer les humains dans ses modèles. Il avait compris que c'était impossible. L'humanité n'était pas une variable. C'était une rupture. Il relut son premier rapport, celui où il avait écrit « Anomalie psychologique ». Il le supprima sans hésiter et ouvrit un nouveau dossier. Doctrine humaine appliquée à la guerre galactique. Il y écrivit « Quand une espèce se bat pour vivre, elle recule quand le coût devient trop élevé. Quand une espèce se bat pour du sens, elle avance même quand tout est perdu. » La capitaine Vance quitta Vasseur 7 quelques semaines plus tard. Avant son départ, elle passa voir Sorin une dernière fois. Elle marchait encore avec difficulté, mais son regard était toujours aussi solide. « Alors, tacticien », dit-elle avec un demi-sourire, « toujours aussi flippé par nous ?»« Plus que jamais », répondit-il honnêtement. « Mais aussi, reconnaissant, elle hocha la tête. On ne se bat pas pour être des héros. On se bat parce que si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera à notre place. » Quand son vaisseau disparut dans l'hyperespace, Sorin resta longtemps à fixer le vide étoilé. Il comprit enfin pourquoi l'humanité avait survécu à sa propre histoire. Pourquoi, malgré ses guerres internes, ses erreurs, ses catastrophes, elle avait fini par atteindre les étoiles. Les humains étaient une espèce née dans le chaos, forgée par la perte, habituée à se relever quand tout s'effondre. Ils ne cherchaient pas un univers sûr. Ils savaient vivre dans un univers hostile, et la galaxie venait d'entrer dans leur ère. Les archives du Compact furent mises à jour ce jour-là. Une nouvelle ligne apparut dans la base de données des espèces conscientes. Statut, humanité. Classification, espèce de rupture. Note stratégique. Ne jamais les affronter sans nécessité. Ne jamais les sous-estimer. Ne jamais oublier ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Sorin ferma le dossier. Au loin, des flottes humaines se mettaient en mouvement. Direction le front. Des milliers de vies courtes, fragiles, déterminées. Des êtres conscients de leur fin. Et libre grâce à elle. La galaxie entière retenait son souffle, et sans le savoir encore, elle venait d'entendre ces mots résonner pour la première fois, portés par le destin lui-même. Bienvenue dans Galaxie humaine.